mis dans le même seau que tout le monde. Et révision de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, les commissaires recommandent la création d'un ministère des langues officielles. Il serait le centre névralgique du dossier des langues officielles. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le variant Omicron est maintenant présent dans les 4 provinces de l'Atlantique. C'est au tour de Terre-Neuve et Labrador de rapporter son premier cas Omicron. Il s'agit d'un voyageur qui est en isolement maintenant. Le gouvernement promet d'offrir bientôt des tests rapides au point d'entrée. Et à 10 jours de Noël, les cas de COVID-19 sont encore à la hausse dans nos régions. On en recense 160 au Nouveau-Brunswick et 178 en Nouvelle-Écosse. La flambée de nouveaux cas en Nouvelle-Écosse complique la fin de session, tant chez les écoliers que du côté universitaire. Voici le reportage d'Adrien Blanc. La plupart des écoliers de la Nouvelle-Écosse gagnent 2 jours de vacances. Le dernier jour de classe sera vendredi et ils retourneront à l'école le 6 janvier. Le gouvernement a expliqué que le système scolaire est sous pression avec 14 écoles supplémentaires qui sont des lieux d'exposition à la COVID-19 et un manque de personnel. Les universités de la Nouvelle-Écosse, elles aussi, doivent s'adapter. Selon le dernier recensement, l'université Saint-François-Xavier d'Antigonish compte 344 cas de COVID-19. L'université Dalhousie d'Halifax compte 16 cas de COVID-19. L'université Acadia de Warville en compte 2 et l'université du Cap-Breton 1. Au moins 4 universités ont décidé de reporter les examens ou de les organiser à distance uniquement. L'université Saint-François-Xavier a été la première à réagir. Et pourtant, le syndicat des enseignants de l'université estime que la direction n'a pas fait ce qu'il fallait assez tôt. Ce professeur dit que dès le 6 décembre, des étudiants l'ont alerté d'une propagation de la COVID-19 en lien avec l'université. La direction, elle, indique que ce jour-là, la santé publique ne l'a informé que d'un seul cas. 2 jours plus tard, elle a permis que les examens se tiennent en ligne. Very slow. They did not want to do anything that would disrupt the normal programming. Pour Chris Fraser, la direction de l'université a été lente à réagir car elle n'osait pas changer le programme au dernier moment. Students were asking for online exams from the start. That's something we did advocate for. Cette représentante des étudiants dit que son association a demandé très tôt que les examens se tiennent en ligne. Elle comprend toutefois que l'université avait besoin de consulter les autorités sanitaires avant de prendre la décision. Le président de l'université, Andy Hakin, n'a pu se rendre disponible pour commenter. La période normale des examens s'achève cette semaine, mais certaines épreuves sont reportées à janvier. Ici Adrien Blanc, Radio-Canada, Halifax. Et comme on le disait tout à l'heure, on rapporte maintenant 160 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick et il y a 11 nouveaux cas du variant Omicron, ce qui fait que 14 cas Omicron sont rapportés au Nouveau-Brunswick. La ministre de la Santé le dit, il y aura d'autres de ces cas Omicron et l'épicentre de la 4e vague, c'est maintenant chez les jeunes enfants. Alors, la province veut faire un blitz de dépistage chez les jeunes pendant les fêtes. Alix, il y aura donc 2 éléments à retenir pour les parents. Des tests seront effectués dans les écoles dès le 10 janvier et des tests rapides seront donnés aux élèves pour le temps des fêtes. Voilà, la province veut que les jeunes se fassent tester pendant le temps des fêtes et elle va fournir aux jeunes du primaire, il va fournir 2 trousses de tests de dépistage, donc 10 tests de dépistage rapide pour les jeunes du primaire, 5 pour le secondaire, donc assez de tests pour pouvoir se tester à un certain intervalle, à 2, 3 ou 4 jours pendant le temps des fêtes pour maintenir actif la recherche de cas de COVID et en particulier les cas d'Omicron. Donc, il y a aussi des changements avec la dernière journée de classe. La dernière journée d'école pour les élèves de la 7e et de la 8e année sera mardi prochain, le 21 décembre. Pour la 9e et la 12e année, ce sera le lendemain, le 23 décembre à midi. Maintenant, des changements aussi au retour des fêtes le 10 janvier. Chaque fois qu'un cas de COVID-19 sera rapporté dans une école, tous les élèves, dans le cas d'une école de la maternelle à la 8e année, tous les élèves se feront tester. Toujours un test de dépistage rapide. Pour une école de la 9e à la 12e année, lorsqu'un cas de COVID-19 est répertorié, tous les élèves non vaccinés se feront tester pour la COVID-19.
Aussi du changement au niveau des masques. Bon, le port du masque est obligatoire à l'intérieur. Il le sera désormais à l'extérieur. Une obligation extérieure aura toutefois une exception. Les élèves de la 8e à la maternelle, s'ils sont dehors avec leur groupe classe, ils n'auront pas à porter obligatoirement le masque. Alors, c'est tout un plan que présente le ministre de l'Éducation aujourd'hui. C'est beaucoup d'informations à assimiler, puis il faut savoir que ça pourrait encore changer. Il y a de l'inconnu. Bon, je vous dirais que c'est la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, 15 décembre en après-midi. Le variant Omicron, par contre, change la donne, il la change rapidement. Et on n'a encore pas beaucoup d'informations. La ministre de la Santé le disait, l'Omicron est l'équivalent au Delta de ce que le Delta était à la COVID normale. Si je prends son expression, ça change l'eau des bines, ce variant-là. Et le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, le dit, il peut y avoir d'autres changements dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce qu'il y a encore de l'inconnu. Oui, nous sommes prêts pour regarder encore les mesures en janvier et j'espère sincèrement que je suis complètement sur la mauvaise page, que Omicron va être quelque chose qui n'est pas si pire que tout ça, mais on a besoin de suivre l'évidence et l'évidence qu'on a besoin de prendre d'action et on a besoin de prendre l'action dès qu'aujourd'hui. Ce que le ministre de l'Éducation veut dire par là, c'est qu'en fond, dans le fond, on n'est jamais trop prudent. Et quand on regarde ce qui se passe avec l'Omicron partout ailleurs dans le monde, en Nouvelle-Écosse entre autres, il faut agir tout de suite. L'eau des bines, on l'a changé souvent depuis presque 2 ans. Merci beaucoup, Alix. C'est un plaisir. Après avoir fait la file pour la vaccination, les gens font maintenant la file pour des trousses de dépistage rapide. C'était le cas en fin d'après-midi à l'école Le Sommet de Moncton, qui est touchée par la COVID-19. D'ici la fin de la semaine, tous les élèves de la maternelle à la 8e année de cette école devront se soumettre à un test de dépistage rapide chaque jour avant d'entrer en classe. Les trousses sont distribuées gratuitement jusqu'à 20h ce soir. Plusieurs autres lieux de distribution sont aussi très populaires. Ma fille vient de Toronto pour visiter la famille et surtout pour son père. Alors, on veut être sécure. J'ai 2 petits-enfants qui vont à l'école, puis on porte toujours des bobos à la maison. On veut s'assurer que tout le monde est correct. Mon mari va arriver le 20 décembre. So, me voilà! On pensait toujours qu'on allait s'en sortir, puis tout d'un coup, ça revient de nouveau. C'est comme si on va en sortir, là. Il faut toujours être alerte et faire attention, mais on se fie au vaccin puis au gouvernement. Parce que les enseignes nous disent tout, il faut se tester assez souvent. Puis, oui, que je veux dire, on veut vivre. J'ai eu mes 2 vaccins plus le booster, donc je me sens protégé. Mais comme tout le monde, on essaie de suivre les règlements le mieux qu'on peut pour participer à cette grande bataille contre le COVID qui affecte toute la planète. Et la flambée de cas de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick frappe surtout les régions du sud de la province. Alors, dans le nord, il y a bien des gens qui se questionnent sur le resserrement des mesures annoncées cette semaine pour l'ensemble de la province. Serge Bouchard. La zone de santé 5, qui englobe Campbellton et tout l'est du Restigouche, est la région comptant le moins de cas actifs aujourd'hui dans la province. Le monde ne comprenne plus les restrictions qui se passent. Depuis le début de la pandémie, ce territoire a toutefois été plusieurs fois isolé du reste de la province en raison d'importantes éclosions. Dans le passé, quand il y avait des éclosions dans certaines zones, on mettait les zones dans d'autres niveaux. Là, on met toute la province, même si notre région n'est pas affectée. Je trouve ça un peu aberrant. Ici, qu'on n'a pas de problème, pourquoi être mis dans le même seau que tout le monde? La zone 4, où on retrouve les villes de Grand-Sault et d'Edmundston, est une autre région qui a subi plusieurs périodes d'isolement liées à la COVID-19. On n'a pas on est épargné pour l'instant. Là aussi, on comprend mal pourquoi on devra se sacrifier à nouveau. On est tous là pour le mieux, mais le monde est très, très confus présentement. Puis je dirais que c'est dur à avaler et c'est dur à expliquer. Il semble y avoir 2 poids et 2 mesures. C'est sûr que la population, c'est pas clair. La zone de santé 6, qui couvre notamment toute la péninsule acadienne, est celle qui a été la moins touchée depuis le début de la pandémie. Mais là aussi, on s'interroge sur les nouvelles règles qui entreront en vigueur cette fin de semaine pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick.
On sait que les cas sont très concentrés dans le sud de la province et là, on vient mettre des restrictions partout dans la province. Il y a une question qui se pose parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à comprendre. En date d'aujourd'hui, les 3 zones du Nord comptent 95 cas actifs sur les 1141 dénombrés pour l'ensemble de la province. Ici Serge Bouchard, à Radio-Canada, Campbellton. Les étudiants des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick devront être pleinement vaccinés pour suivre les cours en présentiel à compter du 18 février. Le CCNB a pris cette décision afin d'assurer un environnement sanitaire et sécuritaire pour toute la communauté collégiale. À ce jour, 91% de la population étudiante est pleinement vaccinée. Les étudiants qui n'ont pas de preuve de pleine vaccination ne pourront pas se rendre sur les campus et le CCNB ne leur fournira plus de tests rapides. La colère continue de gronder dans le monde du sport du Nouveau-Brunswick. Il y a encore beaucoup d'incompréhension sur les raisons qui ont poussé le gouvernement provincial à limiter les activités sportives. Et François, la ministre de la Santé, a défendu la décision à l'Assemblée législative aujourd'hui. Michel, on a parlé de sport en chambre, mais ce n'était pas pour discuter de stratégie dans un vestiaire d'aréna, mais plutôt la ministre de la Santé a été fortement questionnée par le chef de l'opposition sur le parquet de l'Assemblée législative. Roger Mélenchon a demandé à plusieurs reprises à Dorothée Shepherd les raisons pour lesquelles on interdit aux jeunes de moins de 11 ans de faire du sport. Ceux de 12 ans et plus offre un remboursement de 5 $ par tous les billets vendus. Le programme couvre la période du théâtre Noël, je perds la boule de samedi et dimanche prochain. Monique Poirier explique pourquoi il était nécessaire de prendre cette décision. Comme vous voyez, la disposition de la salle derrière moi, c'est assez compliqué à si peu d'avis d'enlever des tables ou de distancier les tables, de refaire un plan de vente de billets. Donc, pour nous, on n'avait pas le choix que d'annuler les représentations de samedi et de dimanche. Le Pays de la Sagouine a toutefois décidé d'ajouter un spectacle supplémentaire ce soir à 18 h et les représentations de jeudi et vendredi auront lieu comme prévu. À Dieppe, le Centre des arts et de la culture a lui aussi été contraint d'annuler plusieurs de ses activités. On parle notamment des spectacles de fin d'année de l'Académie de ballet et de danse moderne, de l'École de musique Mimi Musique, des jeunes chanteurs d'Acadie et du Ciné du Monde, Temps des fêtes. Pour venir en aide au milieu de la production, le gouvernement du Nouveau-Brunswick offre un remboursement de 5 $ par tous les billets vendus. Le programme couvre la période du 1er avril au 1er mars 2022. Toutefois, la hausse des cas de COVID-19 risque de venir durement toucher encore une fois le milieu culturel au Nouveau-Brunswick. Ici Jérémy Tessé-Vigneault, Radio-Canada, Dieppe. De nombreux Canadiens sont en train de revoir leur plan de voyage pour le temps des fêtes. Ottawa durcit le ton face aux voyageurs en raison de la montée fulgurante du variant Omicron au Canada et aussi à travers le monde. Le gouvernement déconseille les voyages non essentiels à l'étranger pour les 4 prochaines semaines. C'est un coup dur pour une industrie qui commençait à peine à se remettre sur pied. Christian Noël. Parfait. Votre date de départ, c'est demain. Un changement de dernière minute forcé par un variant imprévisible. Des milliers de Canadiens annulent leur plan de voyage ou changent leur réservation. Là, on change pour le March break. On change pour d'autres choses. Pour certains, la pause soleil devra attendre. Et pour les voyagistes, la période la plus faste de l'année est maintenant menacée. On fait du double, du triple travail pour un revenu qu'on n'aura probablement pas. Parce que si les clients annulent, ben on n'a pas de salaire. C'est carrément ça. Là. Fait que c'est bénévolat. Un seul principe continue à guider nos actions, la prudence. Face au spectre du variant Omicron, Ottawa lance un avertissement. Aux gens qui planifient voyager, je dis très clairement, ce n'est pas le moment de voyager. Il déconseille aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'étranger pour les 4 prochaines semaines. Je sais que ces mesures peuvent paraître draconiennes pour plusieurs qui nous écoutent, mais nous devons à tout prix éviter de surcharger davantage notre système hospitalier et nos travailleurs de la santé. L'opposition reste sceptique. Encore une fois, on peut douter de la capacité et surtout de la préparation du gouvernement. La gestion des frontières, ça a été, en particulier à la période des fêtes, calamiteux.
que le gouvernement envisage d'intervenir plus vite avec davantage de sévérité, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Dans les aéroports, bon nombre de voyageurs entendent l'avertissement du gouvernement, mais l'appel de l'aventure résonne plus fort. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de ma famille, alors aujourd'hui, j'ai dit c'est le moment ou jamais. Là. On s'en va pas là pour faire le party, là, puis pas de masque. Là. On s'en va là au moins pour essayer de décompresser puis de relaxer. Yeah, fully vaccinated. Let's go. Malgré l'enthousiasme des plus audacieux, l'industrie de l'aviation se prépare à vivre un moment difficile. L'embellie des derniers mois semble se transformer en turbulence. Ça va poser des problèmes parce que ça va creuser encore davantage les déficits et les pertes de ces compagnies-là. Ottawa essaie de décourager les voyages non essentiels, mais sans complètement refermer sa frontière aux étrangers. Et pour éviter les erreurs du passé, il n'exclut pas d'être plus sévère si la situation se dégrade. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Après la pause, on fait le tour des grandes recommandations des commissaires chargés de la révision de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick. La création d'un ministère des langues officielles, c'est la principale recommandation des deux commissaires chargés de réviser la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick. Les commissaires somment d'ailleurs le gouvernement de mettre en œuvre leurs recommandations le plus rapidement possible. Alors voici les précisions de Sarah Derry. Un peu plus d'une décennie s'est écoulée depuis la dernière réforme de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick. Un des premiers constats des commissaires, c'est que les Néo-Brunswickois connaissent la loi sur les langues officielles, mais ne comprennent pas ce qui est attendu d'eux pour la respecter. Plusieurs éléments des langues officielles étaient mal compris ou peut-être mal expliqués, évidemment, et que ça crée énormément de confusion. Il déplore que la confusion entourant le bilinguisme crée des frustrations de part et d'autre des deux communautés linguistiques. Le rapport suggère que le climat de tension et de méfiance entre les anglophones et les francophones devrait être abordé dès maintenant. La première action à faire, c'est de mettre en place un ministère des langues officielles avec un sous-ministre qui relèverait directement du premier ministre. En ce moment, seul le premier ministre est chargé de l'application de la loi sur les langues officielles. Les commissaires estiment qu'un ministère pourrait clarifier plusieurs éléments de la loi et s'assurer ainsi de mieux la faire respecter. J'espère qu'on mettra cette recommandation en place le plus rapidement possible parce que, selon moi, c'est là où on est rendu. On recommande au gouvernement d'aborder des thématiques jugées prioritaires, le bilinguisme dans les foyers de soins, les régies de la santé et les services publics provinciaux. Et les commissaires demandent que l'évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations ait lieu dans 5 ans. De réviser une loi à tous les 10 ans, c'est énorme compte tenu du temps passé et de la vitesse à laquelle on fonctionne aujourd'hui. La prochaine étape est donc la mise en œuvre de ce rapport, qui est attendu de pied ferme par les deux commissaires. C'est maintenant au gouvernement d'examiner ou de prendre connaissance de notre rapport et de mettre en place les recommandations que nous, on propose, je l'espère. Et Sarah, comment est accueilli le rapport? Bien, le rapport venait à peine d'être rendu public qu'il y avait déjà des réactions à son sujet. Bon, pour l'instant, les réactions semblent assez favorables. On a d'abord la commissaire aux langues officielles de la province qui a décrit le document comme étant, somme toute, un pas en avant. Elle pense quand même qu'il y a encore matière à faire mieux. Et on a une réaction assez similaire du côté de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Là-dessus, le président de l'organisation, Alexandre Cédric Doucet. À première vue, ça semble être un rapport qu'on va accueillir très favorablement, mais c'est certain qu'on veut quand même se laisser une marge de manœuvre pour étudier plus en détail le rapport, mais aussi mettre plus de pression auprès du gouvernement pour déposer un projet de loi. Donc, c'est certain que je pense que le travail le plus facile vient d'être terminé. Et là, je pense qu'il faut travailler encore plus fort pour s'assurer que le gouvernement va déposer un projet de loi.
Je le précise ici que le rapport fait des recommandations. Donc, le gouvernement doit choisir ensuite s'il décide d'appliquer ou non ces mesures. On imagine qu'il y aura d'autres discussions à ce sujet dans les prochains jours, d'autres organisations qui risquent d'analyser le rapport. Mais surtout, on attend des nouvelles, en fait, du principal concerné, le premier ministre Blaine Higgs, qui est responsable de l'application de la loi sur les langues officielles. Donc, on attend un retour de sa part. Merci, Sarah. Je vous en prie. C'est donc un rapport qui était très attendu. Il y a plusieurs réactions aujourd'hui. Je reçois le spécialiste en droit linguistique, Michel Doucet, pour lui demander justement ce qu'il pense de tout ça. Bonsoir, Monsieur Doucet, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment accueillez-vous ce rapport? Bien, écoutez, le rapport, certainement, il y a des recommandations qui sont très positives dans le rapport comme tel. Par contre, je ne pense pas qu'on peut parler d'un rapport dans ce cas-ci qui va révolutionner les langues officielles au Nouveau-Brunswick. On fait plutôt des modifications dans ce cas-ci qui étaient probablement prévisibles à certains aspects de la loi qui méritaient d'être précisés. Si on le compare, par exemple, au livre blanc du fédéral sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est certainement un rapport qui est beaucoup moins ambitieux dans ce qu'il propose. On est très prudent. On remarque que les commissaires sont quand même très prudents dans les recommandations qu'ils font. Certaines recommandations vont prendre un certain temps, même s'ils sont adoptés par le gouvernement, pour être mis en œuvre. Donc, c'est un bon rapport, mais un rapport quand même qui, à mon avis, ne va pas aussi loin qu'on aurait pu espérer. Qu'est-ce que vous aimez en particulier du rapport? Quels sont les points positifs? Le point positif, la création certainement d'un ministère des langues officielles est un point positif, mais encore là, il faudra s'assurer que ce ministère-là ne devienne pas un ghetto des langues officielles. En d'autres mots, il faut s'assurer que tous les ministères à Fredericton aient une responsabilité au niveau des langues officielles. On devra s'assurer également de donner à ce nouveau ministère-là les ressources financières nécessaires pour qu'il puisse faire son travail et les ressources humaines également. On ne devra pas tout simplement prendre des ressources de la commissaire aux langues officielles pour les transférer là. Donc, on devra s'assurer effectivement que tout le monde mette la main à la pâte, tous les ministères, et que ce ministère-là devient un ministère plutôt de coordination. Il y a également la création du comité sur les langues officielles à l'Assemblée législative qui était demandé depuis très longtemps. Ça aussi, c'est positif, certainement. Un endroit où on pourra déposer les rapports et en discuter comme tel, mais il faudra voir si le gouvernement mettra tout ça en œuvre. Et il y a le fait aussi qu'on propose la révision tous les 5 ans de la loi sur les langues officielles, alors qu'en ce moment, c'est tous les 10 ans. C'est positif, ça? C'est positif et négatif en même temps. C'est positif parce que oui, c'est vrai que les choses changent rapidement et avoir une révision à tous les 5 ans, évidemment, va nous permettre de répondre aux défis qui se présentent rapidement. C'est négatif. On peut se poser la question. On a vu cette fois-ci que la communauté francophone, entre autres, a eu énormément de difficultés à se mobiliser pour une révision après 10 ans. Est-ce que les gens seront prêts à se mobiliser et à discuter d'une révision en profondeur de la loi sur les langues officielles à chaque 5 ans? Ça aussi, il faudra donc que quelqu'un assure ce leadership pour que les gens puissent effectivement faire des propositions pour cette modification. Donc, il y a un aspect positif, mais également un aspect qui m'inquiète, à savoir est-ce qu'on sera prêt à faire ces modifications-là, tant sur le plan politique que sur le plan de la société civile à chaque 5 ans. Et la suite des choses qui sera déterminante, on l'a dit, Sarah en parlait aussi tout à l'heure, le gouvernement Higgs doit décider ce qu'il va faire du rapport parce qu'il s'agit de recommandations. Il n'y a pas d'obligation de la part du gouvernement d'adopter ces recommandations. Absolument aucune obligation. Le gouvernement pourrait tout simplement décider que la loi demeure telle qu'elle est ou encore accepter certaines parties des recommandations qui sont faites, ne pas accepter d'autres ou encore tout simplement tous les accepter. Mais maintenant, la balle est dans les mains du premier ministre. C'est lui qui décidera. Et la question qui se pose également, c'est quand il va agir parce qu'il n'y a aucun échéancier également. Est-ce que c'est une priorité pour lui actuellement? J'en doute. Donc, on risque peut-être d'attendre la fin 2022 ou peut-être 2023 avant de voir s'il y aura effectivement des modifications qui seront apportées suite au dépôt de ce rapport. Monsieur Doucet, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. L'île du Prince-Édouard veut mettre fin aux actes de racisme en tout genre dans ses écoles. Pour cela, la Division des écoles publiques a mis en place un nouveau projet pilote afin d'éduquer élèves et enseignants, mais aussi à garantir la sécurité et l'inclusion de tous dans les établissements scolaires. Le reportage de Julien Legachard. C'était le 14 juin dernier. Des dizaines d'élèves accompagnés de leurs parents ou encore de membres de la communauté manifestent devant l'école East Wiltshire de Cornwall.
Ils soutiennent des élèves victimes une semaine plus tôt d'actes homophobes. 5 mois plus tard, la division des écoles publiques a réagi. Elle a présenté un projet pilote aux députés insulaires. Tous nos élèves doivent se sentir en sécurité et inclus dans leurs écoles, explique Terry McAdam. Car selon Scott Allan, les actes à caractère transphobe, homophobe ou raciste continuent de se produire dans les écoles insulaires. A lot of transphobia and homophobia and racism still being present in schools. Et pour mettre fin à ces pratiques, la division des écoles publiques insulaires a mis en place de nouvelles directives et des programmes d'écoute dans 5 écoles de l'île du Prince-Édouard. Chaque semaine depuis le début du mois de décembre, des intervenants des groupes Peers Alliance ou encore Black Cultural Society vont à la rencontre des élèves. L'objectif, créer un environnement plus sain pour tous. Create a more inclusive environment for all of the students and the educators. Outre les élèves, les enseignants insulaires réclament aussi de meilleurs encadrements, afin, selon eux, de mieux comprendre les enjeux d'une société en perpétuelle évolution. They are asking for more education on issues around diversity and inclusion. Un mouvement appuyé par l'unique député noir de l'Assemblée législative insulaire. On doit dire que tout le monde est égal et on doit avoir des conversations maintenant parce que notre système social change. Qui nous sommes change. Et c'est une bonne chose à l'île du Prince-Édouard. De son côté, la commission scolaire de langue française n'a pas été conviée à la mise en place de ce projet. Peu importe, car elle multiplie ses propres initiatives où les plus âgés sont les plus impliqués. Un changement de société qui vient à des élèves. Alors, les élèves sont là pour éduquer leurs parents sur ce qui est important pour eux. Le projet pilote durera 4 ans. Ensuite, il pourrait être étendu à toutes les écoles de l'île du Prince-Édouard. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown. On a craint le pire ce matin à Baker Brook, dans la communauté rurale du Haut-Madawaska. Une explosion s'est produite dans une résidence de la rue principale. Il n'y a pas eu de blessés et le seul occupant a réussi à sortir à temps. 3 brigades de pompiers sont intervenues. La police ne soupçonne aucun acte criminel. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion serait survenue au niveau des bonbonnes de propane qui auraient explosé dans l'incendie. Et votre téléjournal se poursuit après la pause. Le programme d'aide financière au logement au Nouveau-Brunswick va inclure un plus grand nombre de familles, mais ça ne va pas tout régler. Et le président Biden est au Kentucky pour soutenir les sinistrés après le passage des tornades dévastatrices. Le programme d'aide financière au logement pour les familles à faible revenu va aider encore plus de résidents du Nouveau-Brunswick. Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé qu'Allocation Canada Nouveau-Brunswick va aider les familles qui gagnent entre 12 000 et 50 000 $, alors qu'auparavant, le programme aidait les familles gagnant entre 14 et 38 000 $. Les familles admissibles pourront recevoir entre 300 et 475 $ par mois pour un maximum de 3 ans. Alors, le dossier du logement a certainement marqué l'actualité cette année un peu partout au pays. J'en discute avec 2 maires du nord de la province, Jules Laché, maire de la Mecque, et Éric Marquis, maire d'Edmundston. Bonsoir, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Brideau. Monsieur Marquis, d'abord, que pensez-vous de l'annonce de ce matin? Écoutez, c'est une première annonce. C'est une annonce qui est intéressante pour les gens qui sont dans le besoin. Il est clair que cette annonce-là était due depuis un certain temps. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est comment assurer qu'on ait la présence physiquement de logements. Parce qu'on le sait, le fait d'avoir accès à des logements comme tels est une réalité qui est tout autre dans le nord du Nouveau-Brunswick et qu'on doit absolument adresser dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Donc, il manque aussi de logements dans le nord, dans la région d'Edmundston. C'est une triste réalité? C'est une triste réalité à laquelle on fait face. Et justement, le conseil municipal de la ville d'Edmundston a donné le mandat à notre administration de faire état des lieux à l'heure actuelle du logement qui est disponible et du logement aussi abordable qui est disponible à l'intérieur de notre ville. Donc, on attend le résultat final de cette étude-là pour ensuite mettre en place ce qu'on espère être des très bons incitatifs pour des entrepreneurs qui viendront commencer à faire la construction et aussi la promotion de ces logements-là.
Monsieur Haché, de votre côté, dans la région de à la Mecque et dans la région de la péninsule acadienne, est-ce que c'est aussi un défi, le logement? Oui, absolument. C'est un défi sur deux plans. Un, d'abord dans le manque de logements abordables, mais aussi, comme vient de confirmer l'annonce, le besoin pour les gens qui sont déjà en location d'avoir la capacité de pouvoir payer leur logement. Parce qu'il y a quand même une catégorie de personnes qui sont à faible revenu, les salaires sont faibles et moyens et qui ne peuvent pas arriver à financer leur loyer qui, disons-le, là, depuis quelque temps, il y a une augmentation importante du coût des loyers. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement provincial légifère pour fixer un plafond sur les augmentations des loyers, par exemple? Il me semble qu'il existait ou qu'il a déjà existé quelque chose qui faisait en sorte que les loyers pouvaient seulement monter d'un certain pourcentage ou d'un certain montant par année. Là, on voit des augmentations assez fulgurantes là, qui est très inquiétante pour les gens à faible revenu. Monsieur Marquis, qui cherche des logements dans la région d'Edmundston? Puis, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent justement dans la région d'Edmundston, qui se cherchent des emplacements, qui cherchent des appartements aussi avec du multichambre, donc par exemple du 3 chambres à coucher, chose qu'on n'a pas beaucoup dans notre région. Aussi, beaucoup de gens dans la classe moyenne se cherchent du logement encore là et naturellement, un peu comme mon collègue vient de le mentionner, du logement qui est non seulement disponible, mais aussi qui est abordable. Monsieur Haché, dans votre région aussi, on a besoin de travailleurs étrangers pour faire fonctionner, entre autres, les usines de transformation du poisson. Et on apprenait là, ces jours-ci qu'il y a un couple qui a dû quitter son appartement parce que la maison a été vendue, parce qu'on va y installer des gens qui viennent d'autres pays pour travailler dans les usines. Donc, c'est tout un défi de votre côté aussi pour accueillir les travailleurs étrangers? Oui, c'est un autre volet qui vient s'ajouter dans le sens que les entreprises plus importantes qui ont la capacité de développer un programme d'arrivée de travailleurs étrangers, mais ils doivent les loger. Alors, ils acquièrent des édifices qui sont en vente ou qui sont libres, puis ils les transforment en logement. Alors, ça crée une pression davantage sur les gens qui doivent se chercher un nouvel appartement et dont la disponibilité là, est réduite. Puis, j'aimerais féliciter le ministère du Développement social pour la prise de conscience du besoin financier des familles à faible revenu. Ici, là, dans la région immédiate, il y a une banque alimentaire, puis depuis la pandémie, là, on a doublé le nombre de boîtes d'aliments distribués aux familles à faible revenu par mois. Alors, c'est un signe assez criant que le besoin est grand quand on doit choisir entre le logement ou s'alimenter. Certainement. Est-ce que, M. Haché, vous allez dans votre région aussi tenter de lancer des projets de construction pour du logement? Il y a des projets sur la table de certaines entreprises, puis on espère pouvoir, disons qu'au printemps prochain, que ça puisse débloquer puis se mettre en branle. Maintenant, j'espère que il y aura aussi la création d'une partie de ces logements à des taux là, plus abordables pour les moins nantis. C'est quand même une situation particulière, M. Marquis, parce qu'on a besoin des travailleurs étrangers, mais on n'a plus de logement pour les accueillir. Ça vient causer tout un défi logistique pour vos communautés. Oui, et un peu comme le maire Haché mentionnait tout à l'heure, nous aussi dans notre région, on a des entreprises qui ont dû faire l'achat de maisons pour pouvoir loger des nouveaux arrivants, des nouveaux travailleurs qui viennent dans notre région. Donc, pour s'assurer qu'ils puissent avoir un pied dans la ville et qu'ils peuvent naturellement aller remplir des emplois qu'on a. Donc, le défi, il est grand. Le défi a besoin d'être adressé rapidement. Et justement, au niveau de la ville d'Edmundston, on en a un premier projet qu'on a lancé, des appels de propositions, et on attend justement avoir le résultat au courant des prochaines semaines, prochains mois. Justement, est-ce que, 2021 a été difficile pour beaucoup de gens. Est-ce que 2022 s'annonce déjà mieux ou est-ce que ce sera plutôt en 2023, 2024 qu'on commencera à avoir des solutions à tous ces problèmes? Il faut dire que l'état de la situation est en train d'être fait ici à Edmundston. Et ce qu'on souhaite, c'est que rapidement, on va avoir une idée de quels sont les besoins et qu'on pourra mettre en place des projets. Le conseil municipal est très, très au fait de la situation et est prêt à aller trouver des solutions rapidement
pour permettre au pallier au manque de résidences et de logements abordables aux gens. Et de votre côté, M. Haché, dans combien de temps ça ira mieux? Bien, disons que si les constructions qui sont sur la table à dessin se concrétisent l'année prochaine, on espère que par la fin de l'année, qu'il y aura déjà des logements accessibles là, à plus de personnes. Et le type de logement aussi, il y a un certain type de logement qui va faire en sorte que des maisons qui vont être quittées par des personnes plus âgées, alors il y aura certainement des maisons accessibles à des prix plus raisonnables. Monsieur Haché, Monsieur Marquis, merci d'avoir pris un moment pour nous parler ce soir. Ça me fait plaisir. Et c'est le temps de la météo. Le ciel va s'ennuager la nuit prochaine. Et demain, on prévoit toutes sortes de précipitations sur nos régions. Dans le nord du Nouveau-Brunswick, ce sera un mélange de neige et de pluie. Il y aura aussi un risque de pluie verglaçante en après-midi. Dans la moitié sud de la province, à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, il y aura d'abord de la neige qui se changera en pluie en après-midi. Du côté de Terre-Neuve, le ciel va se dégager pour laisser place à un peu de soleil plus tard en journée. Rendu au Kentucky, l'État le plus touché par la tornade de vendredi dernier. Au total, 74 personnes ont péri au Kentucky. Plusieurs communautés sont totalement détruites. Le président Biden assure que l'aide est en route, peu importe les allégeances politiques. People just come out of nowhere to help as a community. And that's what we're supposed to be doing. That's what America's supposed to be. There's no red tornadoes or blue tornadoes. There's no red states or blue states. Un incendie dans une tour à bureau de 39 étages à Hong Kong a causé tout un émoi. À un moment donné, jusqu'à 300 personnes se sont retrouvées coincées sur le toit de l'immeuble appelé le World Trade Center. Les pompiers ont utilisé des échelles pour secourir certaines personnes. Une douzaine de personnes ont été transportées à l'hôpital. Elles ont surtout été incommodées par la fumée. Selon les premières informations, le feu s'est déclaré dans une salle électrique. Une partie de l'immeuble était en rénovation. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté en faveur de poursuites pénales contre l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows. On lui reproche son refus de témoigner dans l'enquête sur l'assaut du Capitole en janvier dernier. Des procureurs fédéraux devront maintenant décider de l'inculper ou pas d'entrave à l'enquête du Congrès. Il risque la prison. Il a déjà collaboré à l'enquête en fournissant des milliers de documents, des courriels et des SMS. Dans certains messages textes des élus républicains des élus républicains supplient Donald Trump de prendre la parole pour faire reculer ses partisans devant le Capitole. Il y a le télescope spatial Spitzer, puis Hubble, et si tout va bien, il y aura maintenant le James Webb, un instrument conçu entre autres par le Canada qui pourra explorer aussi bien le système solaire que les phénomènes les plus étranges et les galaxies les plus lointaines. Le reportage de Normand Grandin. Il a fallu 20 ans de travail, 10 milliards de dollars et l'apport de chercheurs américains, canadiens et européens. Mais le grand télescope spatial James Webb devrait bientôt s'envoler à partir du Centre spatial européen en Guyane française. Ce sera le nouveau diamant de l'astrophysique, une machine extrêmement raffinée et ultra performante. Jamais on aura construit un télescope aussi grand, aussi puissant dans l'espace. Et pour le Canada, c'est sans précédent. Il n'y a jamais dans toute l'histoire du programme spatial canadien a-t-on été impliqué dans une mission d'une telle envergure. Les attentes sont élevées. Avec son miroir de 6,50 mètres et ses instruments de pointe, le nouveau télescope est 100 fois plus puissant que le célèbre Hubble. James Webb a le potentiel de frapper l'imaginaire collectif autant que Hubble. Alors que Hubble se concentre sur la détection de la lumière visible, le James Webb s'intéresse seulement au rayonnement infrarouge, invisible à l'œil nu. La détection de l'infrarouge permet au télescope de voir à travers les nuages de poussière galactique et d'étudier des phénomènes très froids et très éloignés de nous, par exemple de minuscules exoplanètes.
ce que ne peut pas faire Hubble. En fait, on aurait beau avoir le télescope le plus grand au monde dans le visible, on ne verrait rien. Les planètes, elles sont dans l'infrarouge et c'est pourquoi on a dû construire un télescope infrarouge. Le James Webb transporte 3 instruments scientifiques. Le Canada a conçu l'un d'entre eux, le NIRISS, mais également le système de guidage qui va permettre au télescope de pointer et de suivre ses cibles dans l'immensité du ciel. Ce système-là a une super précision, on parle d'environ 1 millionième de degré. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain, même d'un cheveu de bébé, à une distance d'1 kilomètre. Donc on va être capable de pointer avec ce genre de précision-là. La principale mission du James Webb, c'est de recueillir la lumière la plus ancienne possible, celle produite par les toutes premières étoiles et galaxies qui se sont formées après le Big Bang. L'univers est âgé de 13,7 milliards d'années, on le sait maintenant très précisément, et on sait que les premières galaxies se sont formées quelques centaines de millions d'années, donc on va regarder jusqu'à 13,5 milliards d'années de la Terre. Donc c'est effectivement, le Webb est une machine à remonter dans le temps. Le télescope va également s'intéresser de près aux exoplanètes potentiellement porteuses de vie. Si on réussissait à analyser la composition chimique des atmosphères des exoplanètes et détecter soit des milieux propices à la vie ou des biomarqueurs qui seraient des traces de vie, c'est classe prix Nobel. Pour fonctionner, les instruments du James Webb doivent se trouver dans un environnement très sombre et extrêmement froid, tout près du zéro absolu. Le télescope va donc être posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Dans 6 mois, si tout va bien, il va recevoir et enregistrer ce que les astronomes appellent la première lumière. Après ça, tout est possible. Historiquement, lorsqu'on regarde les grands télescopes qu'on met en opération, soit sur Terre, au sol, dans l'espace, on pose la question, quelle était la principale découverte que ces télescopes-là ont fait? Et la réponse, et 10 ans après, la réponse, on ne sait pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, à Montréal.